Sa fille a disparu il y a 40 ans. Ce qu'elle a trouvé dans une vieille boîte lui a brisé le cœur. Bon retour, et profitez de l'histoire. Dominique n'avait jamais cessé de mettre la table pour 2 personnes, même après 4 décennies. Elle posait son assiette et en face d'elle, une seconde, plus petite, décolorée, autrefois rose, avec des marguerites, maintenant juste de la porcelaine blanche. Elle savait que ses voisins murmuraient dans son dos. Elle croit toujours que la petite va revenir. Elle a perdu la raison depuis longtemps. Mais Dominique s'en moquait. Ils n'avaient pas tenu cette petite fille dans leurs bras. Ils ne lui étaient pas embrassé ses boucles avant de dormir. Il ne s'était pas tenu dans la rue en criant son nom pendant que le monde continuait, froid et indifférent. C'était en 1985 que sa fille Danielle avait disparu. Elle n'avait que 6 ans et jouait dans le jardin lorsque Dominique était entré à l'intérieur pour un instant. Juste un instant. Quand elle était revenue, le silence. La balançoire se balançait encore doucement. Les chaussures de sa fille étaient près du parterre de fleurs. Mais Danielle avait disparu. Les recherches durèrent des semaines, des mois, puis des années. La police avait classé l'affaire sous non résolu. Les amis avaient cessé d'appeler. Même son mari, brisé et sans espoir, était parti. Mais Dominique était restée, dans la même maison, avec le même espoir. Elle avait gardé la chambre de Danielle exactement comme elle était. Les jouets, les dessins, même son petit pull drapé sur la chaise. À chaque anniversaire, Dominique préparait un gâteau. Chaque année, elle s'asseyait près de la fenêtre, observant la rue, priant. Les gens lui disaient de lâcher prise. Mais comment une mère peut-elle lâcher prise de son cœur? Le quartier de Montmartre à Paris n'avait pas beaucoup changé en 40 ans. Les mêmes ruelles pavées, les mêmes cafés animés, la même vue sur la basilique du Sacré-Cœur. Dominique avait vieilli avec ses rues, son visage reflétant désormais les années d'attente et de chagrin. Ses cheveux, autrefois d'un noir de jais, étaient maintenant gris argenté, son visage marqué par les lignes profondes de l'inquiétude constante. Mais ses yeux, vifs, alertes, scrutant toujours les visages dans la foule, n'avaient pas, eux, changé. Ce matin-là, en se préparant une tasse de thé, elle observa son reflet dans la fenêtre et se demanda pour la 1000e fois si Danielle la reconnaîtrait si elle se croisait dans la rue. Sa fille serait maintenant une femme de 46 ans. Elle aurait peut-être ses propres enfants. Cette pensée, comme toujours, apporta à la fois de la douleur et un étrange réconfort. Le soleil d'automne filtrait à travers les rideaux usés de sa cuisine, illuminant la poussière qui dansait dans l'air. Il faisait plus froid ces jours-ci, et Dominique sentait l'hiver s'approcher dans ses os. Elle devait trouver une couverture, plus chaude. Avec un soupir, elle se dirigea vers le grenier. L'escalier étroit grinçait sous ses pas, un son familier dans cette vieille maison. Le grenier était sombre, encombré de cartons contenant les vestiges d'une vie autrefois pleine, maintenant réduite à des souvenirs empilés dans des coins poussiéreux. Elle chercha l'interrupteur de la petite ampoule qui pendait du plafond, illuminant faiblement l'espace confiné. Elle se fraya un chemin vers l'armoire où elle rangeait les couvertures d'hiver. En déplaçant quelques boîtes, son pied heurta quelque chose dans un coin sombre. Une boîte qu'elle ne reconnaissait pas, couverte de poussière et de toiles d'araignée. Elle s'agenouilla avec difficulté, ses articulations protestant contre le mouvement. La boîte était scellée avec du ruban adhésif jauni. Pas de marquage, pas d'étiquette. Ses mains tremblèrent en détachant le ruban. Pourquoi son cœur battait-il soudainement si vite? Ce n'était probablement qu'une vieille boîte de souvenirs oubliés, peut-être des photos de son mariage ou des vêtements qu'elle ne portait plus. Et pourtant, quelque chose la fit hésiter avant d'ouvrir le couvercle. À l'intérieur, elle découvrit des dessins d'enfants. Pas ceux de Danielle, mais similaires. Le genre que seules de petites mains pouvaient créer. En dessous, des lettres, des dizaines de lettres. Elles lui étaient adressées. À maman, pour Dominique. Elle cligna des yeux, incrédule. Chaque lettre avait la même écriture, évoluant au fil des années. Les premières étaient des gribouillis. « Tu me manques. J'ai un chien maintenant. Es-tu fâché contre moi ?»
Les lettres suivantes devenaient plus claires. « Je suis à l'école maintenant. J'aimerais que tu sois là. Ils disent que je devrais l'appeler maman, mais elle n'est pas toi. J'ai vu quelqu'un aujourd'hui qui te ressemblait. J'ai pleuré tout l'après-midi. » Dominique tomba à genoux, sanglotant. Pendant 40 ans, elle avait cru que Daniel avait été enlevé, ou pire. Maintenant, dans ses mains tremblantes, se trouvait la preuve que sa fille avait vécu, avait écrit, s'était souvenue. Au fond de la boîte se trouvait une photo. Une fille d'environ 16 ans, avec les yeux de Dominique et un sourire forcé. Et derrière, une note. « J'espère que ceci te parviendra un jour. Je pense qu'elle va l'envoyer. » L'adresse de retour venait d'un autre pays. Le cachet de la poste datait de 25 ans. Le souffle coupé, Dominique serra la photo contre son cœur, les larmes coulant librement sur son visage. Sa fille, sa Danielle, avait essayé de la contacter. Pendant toutes ces années, elle avait pensé à elle, avait écrit ces lettres remplies d'amour et de questions. Comment était-ce possible? Qui avait gardé ces lettres cachées pendant si longtemps? Et surtout, où était Daniel maintenant? Avec une détermination renouvelée, Dominique descendit les escaliers aussi vite que ses jambes vieillissantes le lui permettaient. Elle avait attendu 40 ans. Elle ne perdrait pas une minute de plus. Si tu aimes l'histoire, tape 5 dans les commentaires et abonne-toi pour plus de vidéos comme celle-ci. Sinon, tape 0. Cela m'aide à créer un contenu encore meilleur pour toi. On continue. Le commissariat de police de Montmartre n'avait pas beaucoup changé depuis la dernière fois que Dominique y était entré, désespérée, tenant la petite chaussure rose de Daniel. Maintenant, elle se tenait devant le comptoir d'accueil, serrant la boîte contre sa poitrine comme un trésor précieux. « Madame, comment puis-je vous aider ?» demanda la jeune agent de police, son regard s'adoucissant en voyant cette femme âgée visiblement émue. « Ma fille !» commença Dominique, sa voix tremblante mais déterminée. « Ma fille a disparu il y a 40 ans et j'ai trouvé ceci. » Elle posa délicatement la boîte sur le comptoir, comme si elle contenait des fragments de verre, plutôt que des lettres et des dessins. L'officier regarda la boîte avec scepticisme, puis le visage de Dominique. Ce n'était pas la première fois qu'elle voyait des parents de personnes disparues s'accrocher à des espoirs impossibles. « Madame, les affaires aussi anciennes... »« S'il vous plaît ?» interrompit Dominique, ouvrant la boîte et sortant quelques lettres. « Ce sont des lettres de ma fille. Elle est vivante. Quelqu'un l'a prise et elle a essayé de me contacter. » L'officier prit les lettres avec précaution, les parcourant rapidement. Son expression changea à mesure qu'elle comprenait l'importance potentielle de cette découverte. « Un moment, s'il vous plaît, je vais chercher l'inspecteur Martin. » Dominique attendit, debout, trop agité pour s'asseoir. L'espoir, ce sentiment qu'elle avait nourri pendant 4 décennies, brûlait maintenant comme un feu incontrôlable dans sa poitrine. Et si elle pouvait vraiment retrouver Daniel? L'inspecteur Martin était un homme d'une 50aine d'années, avec des cheveux poivre et sel et des yeux qui avaient vu trop de tragédies. Il écouta attentivement, pendant que Dominique racontait son histoire, commençant par ce terrible jour de 1985 et culminant avec sa découverte dans le grenier. « Madame Lefebvre, dit-il finalement, ces lettres sont certainement troublantes. Elles suggèrent que votre fille a bien été enlevée, mais pas dans les circonstances que nous avions imaginées à l'époque. Que voulez-vous dire ?» demanda Dominique, confuse. « Ces lettres parlent d'une maman qui n'est pas vous, d'une vie dans un autre pays. Cela ressemble à... » Il hésita, choisissant ses mots avec soin. « Cela ressemble à une adoption illégale. » Les mots frappèrent Dominique comme un coup physique. Une adoption? Quelqu'un avait pris sa fille pour la donner à une autre famille. Mais pourquoi? Comment? C'était plus courant que vous ne le pensez dans les années 80, expliqua doucement Martin. Des réseaux existaient pour fournir des enfants à des couples qui ne pouvaient pas adopter par les voies légales. Des enfants acquis de différentes manières? Dominique ferma les yeux, essayant d'assimiler cette information. Sa Danielle, élevée par des étrangers, croyant peut-être que sa propre mère l'avait abandonnée, la douleur
était presque insupportable. « Madame Lefebvre, continua l'inspecteur, je ne veux pas vous donner de faux espoirs, mais si votre fille a écrit ces lettres, si l'adresse sur cette enveloppe est réelle, il y a une possibilité que nous puissions la retrouver. » Dominique rouvrit les yeux, fixant l'inspecteur. « Faites-le, dit-elle simplement. Retrouvez ma fille. » En rentrant chez elle ce soir-là, Dominique se sentait à la fois épuisé et électrisé. L'inspecteur Martin avait promis de rouvrir le dossier, de suivre la piste de l'adresse postale et de faire analyser les lettres. Pour la première fois depuis des décennies, il y avait un véritable espoir. Elle s'assit à sa table de cuisine, caressant la petite assiette rose décolorée qu'elle avait toujours gardée pour Daniel. « Je te trouverai, » murmura-t-elle. « Peu importe combien de temps cela prendra encore, je te trouverai. » Cette nuit-là, pour la première fois depuis 40 ans, Dominique s'endormit sans le poids écrasant du désespoir sur sa poitrine. Dans les jours qui suivirent, Dominique passa des heures à relire chaque lettre, à examiner chaque dessin, essayant de reconstituer la vie de sa fille à travers ces fragments. Les premières lettres étaient naïves, pleines de questions d'enfant. Pourquoi sa maman ne venait pas la chercher? Est-ce qu'elle était fâchée? Est-ce qu'elle l'aimait encore? Au fil des années, les lettres devenaient plus complexes, plus conscientes. Danielle, devenue adolescente, commençait à comprendre que quelque chose n'allait pas dans son histoire. Elle écrivait sur ses doutes, sur les explications évasives de ses parents adoptifs, quand elle posait des questions sur son passé. Elle parlait d'une femme, quelqu'un qui venait parfois en visite, qui avait promis d'envoyer ses lettres. Une lettre en particulier, écrite quand Daniel avait environ 15 ans, brisa le cœur de Dominique. « Chère maman, aujourd'hui, j'ai demandé encore une fois pourquoi tu m'as laissé. Ils m'ont dit que tu étais trop jeune, trop pauvre pour me garder, que tu voulais une meilleure vie pour moi. Mais je me souviens, maman, je me souviens du jardin, de la balançoire, de toi chantant pendant que tu cueillais des fleurs. Je me souviens que tu ne m'aurais jamais abandonné. Je sais qu'ils mentent. Un jour, je découvrirai la vérité. Un jour, je te retrouverai. Ta Danielle. » Elle se souvenait. Malgré son jeune âge quand elle avait été enlevée, Danielle se souvenait de sa vraie mère, de sa vraie maison. Cette révélation donna à Dominique une force qu'elle n'avait pas ressentie depuis des années. Une semaine après sa visite au commissariat, l'inspecteur Martin l'appela. « Madame Lefebvre, nous avons des nouvelles. Pouvez-vous venir au commissariat ?» Son cœur battant la chamade, Dominique prit immédiatement un taxi. L'inspecteur l'attendait avec une femme qu'elle n'avait jamais vue auparavant, une femme aux cheveux gris et à l'air troublé. « Madame Lefebvre, je vous présente Madame Rousseau. Elle a quelque chose à vous dire concernant votre fille. » Dominique regarda la femme déconcertée. Qui était-elle? Quel lien avait-elle avec Daniel? « Je suis désolée, » commença Madame Rousseau, sa voix à peine plus forte qu'un murmure. « J'étais jeune, j'avais besoin d'argent, je ne savais pas ce qui arriverait. Mademoiselle, nous avons retrouvé la femme qui a facilité l'adoption illégale de votre fille. Elle a accepté de nous parler pour éviter des poursuites plus graves. » Dominique sentit une vague de rage monter en elle. Cette femme avait aidé à voler son enfant? « Vous, » dit-elle, sa voix tremblante d'émotion, « vous avez pris ma fille. »« Non, non, » répondit rapidement la femme, secouant la tête avec véhémence. « Je travaillais pour une agence qui procurait des enfants à des couples riches, des enfants étrangers principalement, mais parfois, quand un client spécifique avait des exigences particulières. » « Des exigences particulières ?» La voix de Dominique monta d'un cran. « Ma fille n'était pas un produit à commander. » L'inspecteur posa une main apaisante sur son bras. « Madame Lefebvre, s'il vous plaît, ces informations peuvent nous aider à retrouver Daniel. » Dominique se força à se calmer, respirant profondément. « Continuez, » dit-elle à la femme. Il y avait ce couple, américain. Ils ne pouvaient pas avoir d'enfants et avaient été refusés pour l'adoption légale en raison de l'âge de l'homme. Ils voulaient une petite fille, blonde, avec les yeux bleus. Elle regarda Dominique avec culpabilité. « Comme votre Daniel. Et vous l'avez simplement
Prise. La voix de Dominique était maintenant à peine audible. Je n'étais pas impliqué dans cet aspect, répondit rapidement la femme. Je m'occupais des papiers, des nouveaux documents, d'identité. J'ai aidé à les emmener hors du pays. Où? Où l'ont-ils emmené? Aux États-Unis, à Boston. Boston. Sa petite fille avait grandi à l'autre bout de l'océan, pensant que sa mère l'avait abandonnée. Dominique sentit ses jambes faiblir et s'assit lourdement. « Madame Rousseau a gardé les lettres que votre fille écrivait, » expliqua l'inspecteur. « Elle était censée les envoyer, mais... » « Je ne pouvais pas, » interrompit la femme. « Il m'avait interdit tout contact. Il disait que c'était trop risqué, mais je ne pouvais pas jeter les lettres. Et puis, quand la fille a eu 18 ans, elle a insisté pour en envoyer une elle-même. Je lui ai donné votre adresse, mais je ne sais pas si vous l'avez reçue. »« Non, » murmura Dominique, « je n'ai jamais rien reçu. » Un coup puissant au cœur. Et pour Dominique, comme tout aurait pu être différent si cette lettre était arrivée il y a 25 ans, combien d'années auraient pu être sauvées? Le couple, continua Madame Rousseau, les Spencer, c'est leur nom. William et Margaret Spencer, ils vivaient à Boston, mais ils ont déménagé il y a des années. Je ne sais pas où ils sont maintenant. L'inspecteur Martin prit des notes. C'est un début. Avec ces noms et les informations des lettres, nous pouvons lancer une recherche internationale. Mais je dois être honnête, Madame Lefebvre, cela pourrait prendre du temps. Et il n'y a aucune garantie. Je comprends, dit Dominique avec une fermeté qui surprit même l'inspecteur. J'ai attendu 40 ans. Je peux attendre encore un peu. En quittant le commissariat, Dominique fut frappé par une réalisation poignante. Sa fille avait passé toute sa vie à se demander pourquoi sa mère l'avait abandonnée, tandis que Dominique avait passé ces mêmes années à se demander si sa fille était encore en vie. 2 vies brisées par le mensonge et l'avidité d'étrangers. Mais maintenant, il y avait de l'espoir. Un fil ténu, oui, mais un fil tout de même. Et Dominique s'y accrocherait de toutes ses forces. Les mois qui suivirent furent à la fois les plus longs et les plus rapides de la vie de Dominique. L'inspecteur Martin tenait parole et la tenait informée des progrès de l'enquête. Ils avaient localisé les anciens voisins des Spencer à Boston, qui confirmèrent qu'une jeune fille vivait avec eux dans les années 90. La famille avait déménagé à Seattle quand la fille avait environ 20 ans. De là, la piste devenait plus froide. En février, les recherches stagnèrent. L'inspecteur suggéra de faire appel à une organisation non gouvernementale spécialisée dans la réunion des familles séparées. L'Association pour les enfants, retrouvée, accepta de prendre l'affaire pro bono, touchée par l'histoire de Dominique et les lettres poignantes de Daniel. Ils lancèrent un appel sur les réseaux sociaux, partageant l'histoire de Dominique et de sa fille disparue, maintenant une femme de 46 ans, qui pourrait ne pas connaître sa véritable identité. Ils créèrent une page dédiée avec des photos de Daniel enfant et une photo générée par ordinateur de ce à quoi elle pourrait ressembler aujourd'hui. Pendant des semaines, rien. Puis, un matin d'avril, alors que Paris se réveillait sous une pluie printanière, le téléphone de Dominique sonna. Madame Lefebvre, c'était Sophie Mercier, sa personne de contact à l'association. Sa voix tremblait d'excitation. Nous avons reçu un message, une femme de San Francisco. Elle dit qu'elle pourrait être votre Daniel. Dominique s'assit, lentement, son corps soudain trop lourd pour rester debout. Elle est sûre, elle a vu notre publication. Elle dit qu'elle a toujours su qu'elle avait été adoptée dans des circonstances douteuses. Elle a des souvenirs d'une maison en France, d'un jardin avec une balançoire, et Sophie hésita. Elle a une photo d'elle-même à 16 ans qui correspond exactement à celle que nous avons partagée. « Mon Dieu !» murmura Dominique, les larmes coulant librement sur son visage ridé. « C'est elle, c'est ma Danielle. Elle s'appelle Diana maintenant, Diana Lewis. Elle est mariée, avec 2 enfants. Et elle veut vous parler, Madame Lefebvre. Elle attend de vos nouvelles depuis 40 ans. » Dominique regarda par la fenêtre, vers le ciel pluvieux de Paris, et pour la première fois depuis des décennies, elle y vit non pas de la grisaille, mais de la promesse. « Quand ?» demanda-t-elle simplement. « Quand puis-je parler à ma fille ?»
2 heures plus tard, l'ordinateur portable prêté par Sophie était installé sur la table de cuisine de Dominique. La table où, pendant 40 ans, elle avait mis un couvert pour sa fille absente. Aujourd'hui, ce couvert ne serait plus vide. Est-ce que vous avez déjà connu quelqu'un qui a recherché un être cher pendant des années? Racontez-moi votre expérience dans les commentaires. L'appel vidéo se connecta avec un petit bip et soudain, sur l'écran, apparut un visage. Un visage qui, malgré les années et les changements, était indéniablement celui de sa fille. Les mêmes yeux bleus, le même petit grain de beauté au coin de la bouche, le même front obstiné que celui de son père. « Maman ?» La voix était hésitante, teintée d'un léger accent américain, mais elle porta en elle toute la force d'un tsunami émotionnel. « Daniel !» souffla Dominique, tendant instinctivement la main vers l'écran, comme si elle pouvait toucher ce visage à travers des milliers de kilomètres. « Ma petite fille !» Elles restèrent ainsi pendant un long moment, se dévorant des yeux, cherchant les traces de l'autre à travers les années perdues. Diana, Daniel, avait les cheveux plus foncés maintenant, coupés courts dans un style élégant. Des lignes d'expression entouraient ses yeux, témoignant d'une vie vécue, de joie et de peine dont Dominique ne savait rien. Elle était belle, si belle. « Je n'arrive pas à croire que c'est vraiment toi, » dit finalement Diana. « J'ai passé ma vie entière à me demander, à imaginer. Moi aussi, ma chérie, chaque jour, chaque heure. » Dominique essuya ses larmes avec un mouchoir usé. « Ils m'ont dit que tu t'appelles Diana maintenant. »« Oui, Diana Spencer à l'origine, puis Diana Lewis après mon mariage. » Elle eut un petit rire nerveux. « C'est étrange de penser que j'avais un autre nom, que j'étais quelqu'un d'autre. »« Tu as toujours été ma Danielle, » répondit doucement Dominique, « même quand je ne savais pas où tu étais. Même quand je ne savais pas si tu étais... » Sa voix se brisa. « Je suis désolée, maman. » dit Diana, ses propres larmes coulant maintenant. « Je suis tellement désolée pour toutes ces années perdues. »« Non, non, ce n'est pas ta faute, ma chérie. Tu n'as rien à te reprocher. » Dominique se redressa, essayant de se ressaisir. « Raconte-moi tout sur ta vie. » Et c'est ce que fit Diana. Elle parla de son enfance à Boston, dans une maison confortable, avec William et Margaret Spencer. « Ils n'étaient pas des monstres, » expliqua-t-elle. Ils l'avaient aimée à leur façon. Mais il y avait toujours eu quelque chose d'étrange dans leur histoire, des incohérences qu'elle avait commencé à remarquer dès son plus jeune âge. « Je me souvenais de toi, » dit-elle doucement. « Pas clairement, pas des détails spécifiques, mais je me souvenais d'une femme qui chantait, qui sentait les fleurs et le pain frais. Je me souvenais d'une langue différente, et je me souvenais de cette terrible sensation d'être arrachée à quelque chose de précieux. » À l'adolescence, Diana avait commencé à poser des questions insistantes sur ses origines. Les Spencer avaient d'abord éludé, puis inventé une histoire sur une jeune mère française qui ne pouvait pas s'occuper d'elle. Mais Diana n'y croyait pas. Elle avait écrit ces lettres, les confiant à la femme qui servait d'intermédiaire entre les Spencer et l'agence d'adoption, espérant qu'elles atteindraient un jour sa vraie mère. « J'ai essayé de te retrouver quand j'ai eu 18 ans, » expliqua Diana. « J'ai économisé pour un billet d'avion pour Paris. Mais les Spencer m'ont menacé de me couper financièrement si je poursuivais. J'étais à l'université, je n'avais pas les moyens de continuer sans leur aide. Alors j'ai attendu. » Elle avait fini par se marier avec James Lewis, un homme gentil qui l'avait soutenu dans sa quête d'identité. Ils avaient eu 2 enfants, Emma, maintenant 20 ans, et Thomas, 17 ans. Après la mort des Spencer, Diana avait repris ses recherches, mais sans l'adresse exacte ou le nom complet de sa mère, elle avait frappé mur après mur. Et puis, il y a 3 jours, mon amie Mélissa m'a envoyé cette publication sur Facebook. Diana secoua la tête, incrédule. « Ta photo, mon histoire, c'était comme si le monde s'arrêtait de tourner. J'ai su immédiatement. C'était toi, ma vraie mère. » Dominique écoutait, buvant chaque mot, essayant d'absorber cette vie qu'elle avait manquée. Sa fille avait grandi, était devenue une femme, avait eu ses propres enfants, des petits-enfants que Dominique n'avait jamais rencontrés. « Et toi, maman ?» demanda doucement Diana.
Comment a été ta vie? Comment résumer 40 ans de deuil, d'espoir obstiné et de solitude? Dominique choisit ses mots avec soin, ne voulant pas accabler sa fille nouvellement retrouvée avec le poids de sa souffrance. Elle parla de son travail en tant que libraire, des amis qui l'avaient soutenu au fil des ans, de sa décision de rester dans la même maison au cas où Daniel reviendrait un jour. « Papa » demanda Diana avec hésitation. « Est-ce qu'il... »« Ton père nous a quittés il y a longtemps » répondit doucement Dominique. « Il ne pouvait pas supporter la douleur. Nous nous sommes séparés 2 ans après ta disparition. Il a déménagé à Nice, s'est remarié. Il est décédé il y a 10 ans. » Diana baissa les yeux, absorbant cette information. Un autre lien perdu à jamais. « Je suis désolée, » murmura-t-elle. « Ne le sois pas. Il aurait été si heureux de savoir que tu es en vie, que tu vas bien. » Elles parlèrent pendant des heures, rattrapant des décennies en une seule après-midi pluvieuse. Quand finalement elles duraient se quitter, la promesse d'un autre appel le lendemain, Diana hésita, puis demanda doucement. « Maman, est-ce que je peux venir te voir? En personne ?» Le cœur de Dominique bondit dans sa poitrine. « Oh, ma chérie, rien ne me rendrait plus heureuse. Quand peux-tu venir? » « Je pourrais prendre un vol la semaine prochaine, » répondit Diana, les yeux brillants d'excitation. « James comprend à quel point c'est important. Et les enfants, mon Dieu, maman, ils veulent tellement te rencontrer, leur grand-mère française. » Dominique laissa échapper un petit rire étranglé. Grand-mère. Elle était grand-mère depuis 20 ans sans le savoir. J'ai tellement hâte de les rencontrer, de te serrer dans mes bras. Après l'appel, Dominique resta assise à sa table de cuisine, regardant l'écran noir de l'ordinateur. Son esprit tourbillonnait avec des émotions contradictoires, joie immense, colère contre ceux qui lui avaient volé sa fille, regret pour les années perdues, mais surtout une gratitude profonde pour ce miracle inattendu. Elle se leva lentement et se dirigea vers la chambre de Daniel, cette pièce qu'elle avait préservée comme un sanctuaire pendant 4 décennies. Les jouets poussiéreux, le petit lit avec sa couverture rose défraîchie, les dessins d'enfants jaunis sur les murs. Cette chambre avait été à la fois un réconfort et une prison pour elle, un rappel constant de ce qu'elle avait perdu. Maintenant, pour la première fois, elle regardait cette pièce avec des yeux nouveaux. Ce n'était plus un mausolée pour un enfant perdu, mais une relique d'un passé qui, enfin, pouvait guérir. Daniel n'était plus cette petite fille de 6 ans. Elle était Diana, une femme adulte avec sa propre vie, sa propre famille. Doucement, Dominique commença à ranger certains jouets dans une boîte. Non pas pour les jeter, jamais, mais pour faire de la place, pour transformer cette chambre d'enfant figée dans le temps en une pièce où sa fille adulte et sa famille pourraient séjourner. C'était un petit geste, mais il représentait un changement monumental dans son cœur. Pour la première fois en 40 ans, Dominique regardait vers l'avenir plutôt que vers le passé. La semaine suivante passa dans un tourbillon de préparatifs frénétiques. Dominique nettoya la maison de fond en comble, changea les draps, acheta des provisions. Elle voulait que tout soit parfait. Sophie de l'association l'aida à préparer les documents nécessaires pour prouver officiellement l'identité de Diana, au cas où des questions légales surgiraient. L'inspecteur Martin promit de poursuivre l'enquête contre ceux qui avaient orchestré l'enlèvement, même si les chances de les traduire en justice après tant d'années étaient minces. Le jour tant attendu arriva enfin. Dominique se tenait à l'aéroport Charles de Gaulle, serrant contre sa poitrine une photo de Daniel à 6 ans, comme une sorte de talisman. Son cœur battait si fort qu'elle pouvait presque l'entendre par-dessus le brouhaha de l'aéroport. Et puis, elles étaient là. Diana, plus grande en personne qu'elle ne le paraissait à l'écran, portant un manteau bleu ciel et tenant une lettre dans sa main, une lettre que Dominique n'avait jamais reçue. Derrière elle, un homme grand, aux cheveux grisonnants. James, son mari, et 2 jeunes adultes qui ressemblaient tellement à Daniel enfant que Dominique sentit ses genoux faiblir. Pendant un moment, mère et fille restèrent immobiles, se regardant à travers la foule.
Puis, dès comme si un signal invisible avait été donné, elles se précipitèrent l'une vers l'autre, se rencontrant dans une étreinte qui contenait 40 ans d'amour, de chagrin et d'espoir obstiné. « Maman !» sanglota Diana contre l'épaule de Dominique. « Tu ne m'as pas oublié. »« Je n'aurais jamais pu, » répondit Dominique, caressant les cheveux de sa fille, n'osant pas la lâcher de peur qu'elle ne disparaisse à nouveau. « Jamais. » Elles restèrent ainsi pendant ce qui semblait être une éternité, pleurant et riant en même temps. Puis Diana se recula légèrement, essuyant ses larmes. « Maman, je veux te présenter ma famille. Voici James, mon mari. » L'homme s'avança avec un sourire chaleureux, prenant les mains de Dominique dans les siennes. « Madame Lefebvre, c'est un honneur de vous rencontrer enfin. Diana a toujours su que vous étiez quelque part à l'attendre. Et voici Emma et... Thomas, continua Diana, attirant ses enfants en avant. Vos petits-enfants. » Emma, une jeune femme élancée aux yeux bleus perçants de sa mère et de sa grand-mère, embrassa Dominique avec une aisance qui défiait le fait qu'elle venait tout juste de se rencontrer. Thomas, plus réservé mais tout aussi émotif, serra Dominique dans une étreinte qui parlait de connexion transcendant les années et les distances. « Grand-mère, dit Emma, savourant le mot, nous avons tellement attendu ce moment. Maman nous a toujours parlé de vous, même quand elle ne savait pas où vous étiez. » Dominique regarda ces visages, ces nouveaux visages, qui étaient désormais sa famille, et sentit son cœur se remplir d'un bonheur qu'elle n'avait pas osé imaginer possible. « Venez, dit-elle, sa voix tremblante, mais pleine de joie. Rentrons. À la maison. » Le retour à Montmartre fut un mélange d'émotions contradictoires. Pour Diana, chaque rue, chaque bâtiment semblait à la fois étrangement familier et totalement nouveau. Elle regardait par la fenêtre du taxi avec des yeux émerveillés, absorbant cette ville qui aurait dû être son foyer. « Tout est si beau, » murmura-t-elle, « si français. » Dominique sourit, tenant fermement la main de sa fille. « C'est ta ville, ma chérie, ton patrimoine. » Arrivé à la petite maison de Dominique, ce fut comme si un sort avait été brisé. Diana s'arrêta sur le seuil, son visage pâlissant légèrement. « La porte bleue, » dit-elle doucement. « Je me souvenais de la porte bleue. » Elle entra lentement, ses yeux balayant l'entrée, le salon, la cuisine. Ses doigts effleurèrent les meubles, les cadres photos, les petits objets du quotidien. « La maison sent toujours la lavande, » remarqua-t-elle, fermant les yeux et respirant profondément. « Et le jardin ?» Elle se dirigea vers la porte arrière, l'ouvrant pour révéler le petit espace vert où elle avait joué enfant. La balançoire n'était plus là, remplacée par un banc usé, mais les parterres de fleurs étaient toujours à leur place, remplis de tulipes printanières. « C'est ici, » dit-elle simplement, ses yeux se remplissant à nouveau de larmes. « C'est ici que j'ai été prise. » Dominique la rejoignit, passant son bras autour de sa taille. « Oui, mais c'est aussi ici que tu es revenu. » La journée se déroula dans une atmosphère presque onirique. Emma et Thomas exploraient la maison avec curiosité, découvrant des traces de l'enfance de leur mère qu'ils n'avaient jamais connue. James aidait à préparer le dîner, discutant avec Dominique comme s'ils se connaissaient depuis des années. Et Diana alternait entre des moments de joie exubérante et des périodes de contemplation silencieuse, assimilant peu à peu cette réalité nouvelle et merveilleuse. Au dîner, pour la première fois en 40 ans, la table était vraiment mise pour plus d'une personne. La petite assiette rose décolorée était devant Diana, qui la caressait avec révérence, comprenant tout ce qu'elle représentait. « Tu as gardé tout ça pour moi, » dit-elle doucement. « Toutes ces années, je n'ai jamais perdu espoir, » répondit simplement Dominique. « Pas un seul jour. » Emma leva son verre. « À la famille retrouvée, » dit-elle, « et aux nouveaux souvenirs que nous allons créer ensemble. » Ils trinquèrent, leurs verres tintant dans le silence émotionnel. Pour chacun d'eux, ce moment marquait non seulement la fin d'une longue séparation, mais aussi le début d'un nouveau chapitre. Plus tard cette nuit-là, après que James et les enfants se furent retirés dans leur chambre,
Diana et Dominique restèrent assises dans le salon, incapables de se séparer. Elles parlaient doucement, comblant les lacunes de leur vie, partageant des histoires, des photos, des souvenirs. « Tu sais, » dit Diana, serrant une tasse de thé entre ses mains, « toute ma vie, j'ai senti qu'une partie de moi manquait. Même quand j'étais heureuse, avec James, avec les enfants, il y avait toujours ce vide. » Elle regarda sa mère avec des yeux brillants. « Il n'est plus là maintenant. Pour la première fois, je me sens complète. » Dominique tendit la main, touchant le visage de sa fille. « Moi aussi, ma chérie, moi aussi. » Diana hésita, puis sortit une enveloppe usée de sa poche. « C'est la lettre, » dit-elle. « Celle que j'ai envoyée quand j'avais 18 ans. Elle m'a été retournée, marquée « Adresse inconnue ». Je l'ai gardée toutes ces années. » Dominique prit la lettre avec révérence, l'ouvrant délicatement. L'écriture était celle d'une jeune femme, pleine d'émotion et d'espoir. « Chère maman, je ne sais pas si cette lettre te parviendra jamais, mais je dois essayer. Je m'appelle Diana Spencer maintenant, mais je suis née Daniel Lefebvre. J'ai été enlevée de ton jardin à Paris quand j'avais 6 ans. J'ai grandi en Amérique, mais je n'ai jamais oublié ma vraie maison, ma vraie mère. Si tu lis ceci, sache que je t'ai cherché, que je pense à toi chaque jour, que je sais, au plus profond de mon cœur, que tu ne m'as pas abandonné. Un jour, nous nous retrouverons, je le promets. Avec tout mon amour, ta fille, Danielle. » Les larmes coulaient librement sur le visage de Dominique. « Si seulement je l'avais reçu, » murmura-t-elle. « Toutes ces années. Ne pensons pas à ce qui aurait pu être, » dit doucement Diana. « Nous sommes ensemble maintenant. C'est tout ce qui compte. Ne qu'arrivera-t-il quand ils découvriront que cet enlèvement était lié à un réseau bien plus vaste? » Dans les jours qui suivirent, la famille Lewis Lefebvre s'installa dans une routine confortable. Diana et James avaient prévu de rester 2 semaines à Paris, assez longtemps pour commencer à reconstruire les liens familiaux brisés il y a si longtemps. Emma, qui avait pris un semestre sabbatique de ses études de droit, décida de rester plus longtemps pour apprendre le français et connaître sa grand-mère. Thomas, bien qu'il doive retourner aux États-Unis pour ses examens de fin d'année, promit de revenir pour tout l'été. Dominique fleurissait sous cette nouvelle réalité. Sa maison, autrefois silencieuse et hantée par l'absence, résonnait maintenant de conversations, de rires et de vie. Ses voisins, qui l'avaient longtemps considéré avec un mélange de pitié et d'incompréhension, étaient stupéfaits par sa transformation. La femme effacée et mélancolique qu'il connaissait avait été remplacée par une grand-mère énergique et rayonnante, fière de présenter sa famille retrouvée à tous ceux qu'elle rencontrait. « C'est comme si elle avait rajeuni de 20, commenta Madame Dubois, la boulangère, à son mari après que Dominique soit venu chercher des croissants pour le petit déjeuner, Diana à ses côtés. Elle a eu raison de garder espoir toutes ces années, mais sous cette joie, des questions importantes restaient sans réponse. 1 semaine après l'arrivée de Diana, l'inspecteur Martin les convoqua toutes les 2 au commissariat. Il avait fait des progrès dans l'enquête et avait découvert des informations troublantes. « Madame Lefebvre, Madame Lewis », commença-t-il gravement lorsqu'elles furent assises dans son bureau, « ce que nous avons découvert va au-delà de l'enlèvement isolé que nous pensions. Il semble que la disparition de Daniel... » Pardon, Diana, n'était pas un incident unique. Diana se raidit. Que voulez-vous dire? L'agence pour laquelle travaillait Madame Rousseau faisait partie d'un réseau international beaucoup plus vaste. D'après nos recherches et la coopération avec Interpol, nous avons identifié au moins 30 cas similaires dans toute l'Europe entre 1980 et 1995. 30 enfants? Murmura Dominique horrifié. 30 familles comme la nôtre? Oh, moins, confirma l'inspecteur. Le réseau était sophistiqué, ciblant principalement des familles de classe moyenne dans des quartiers résidentiels. Des enfants qui correspondaient à des commandes spécifiques de clients fortunés, principalement aux États-Unis et au Canada. Diana serra les poings. Et ces gens qui dirigeaient ce réseau, ont-ils été arrêtés? Certains, oui,
Plusieurs arrestations ont été effectuées en Belgique et en Allemagne la semaine dernière, mais les principaux responsables, il secoua la tête. Beaucoup sont probablement décédés. D'autres ont disparu, changé d'identité. Après tant d'années, les preuves sont ténues. L'inspecteur sortit un dossier de son tiroir. Ce qui m'amène à la raison pour laquelle je vous ai demandé de venir aujourd'hui. Nous avons besoin de votre témoignage, Madame Lewis. Tout ce dont vous vous souvenez de votre enlèvement, de ces premiers jours, des personnes impliquées. Et nous aimerions également votre participation à un programme de sensibilisation. Une sensibilisation? Demanda Diana perplexe. Oui, votre histoire, aussi douloureuse soit-elle, pourrait aider d'autres familles séparées à se retrouver. Nous pensons que parmi ces 30 cas, certains enfants, maintenant adultes comme vous, cherchent peut-être encore leur famille biologique sans savoir qu'ils ont été victimes d'un enlèvement organisé. Diana échangea un regard avec sa mère, puis hocha fermement la tête. Bien sûr, je ferai tout ce que je peux pour aider. Dans les jours qui suivirent, Diana passa de longues heures au commissariat, travaillant avec des spécialistes pour reconstituer ses souvenirs les plus anciens. C'était un processus émotionnellement épuisant, mais elle était déterminée. Chaque détail qu'elle pouvait fournir pourrait potentiellement réunir une autre famille brisée. L'Association pour les enfants retrouvés organisa une conférence de presse où Diana et Dominique acceptèrent de partager leur histoire. Elles parlèrent avec éloquence de leur séparation forcée, des décennies de recherche et d'espoir, et de leurs retrouvailles miraculeuses. Leur témoignage, diffusé nationalement puis internationalement, toucha des millions de cœurs. Si vous avez été adopté dans des circonstances douteuses dans les années 80 ou 90, dit Diana face aux caméras, si vous avez des souvenirs fragmentés d'une autre vie, d'une autre langue, d'une autre famille, n'abandonnez pas. Vos parents, biologiques, vous cherchent peut-être encore, comme ma mère m'a cherché pendant 40 ans. Les réponses furent immédiates et écrasantes. Des dizaines de personnes contactèrent l'association et la police, partageant des histoires similaires, d'adoptions précipitées, de papiers douteux, de questions sans réponse. Dans les semaines qui suivirent, 3 autres familles furent réunies grâce à la campagne initiée par Diana et Dominique. « C'est incroyable », dit Diana à sa mère un soir, alors qu'elle regardait aux informations l'histoire d'un homme de 50 ans de Manchester qui venait de retrouver sa mère biologique en Italie. « Notre douleur a servi à quelque chose. Notre séparation n'était pas totalement vaine. » Dominique prit la main de sa fille. « Je n'aurais jamais choisi cette souffrance, jamais. Mais si notre histoire peut guider d'autres vers la guérison, alors oui, il y a un sens à tout cela. » Cette nuit-là, Diana s'assit dans la chambre d'enfant que Dominique avait préservée pendant tant d'années. Les jouets avaient été rangés, mais les dessins étaient toujours là, témoins silencieux d'une enfance interrompue. Elle prit un petit carnet dans son sac, son journal intime qu'elle tenait depuis l'adolescence. Elle l'ouvrit à une page vierge et commença à écrire. « Chère maman, je ne t'écris plus pour te chercher. Je t'écris parce que je t'ai trouvé, ou plutôt, nous nous sommes retrouvés. Après tant d'années de séparation, j'ai passé ma vie à me demander pourquoi. Pourquoi moi? Pourquoi nous? Maintenant, je commence à entrevoir une réponse. Non pas que notre séparation était juste ou nécessaire, elle ne l'était pas. Mais peut-être que notre réunion, aussi tardive soit-elle, a un but plus grand que nous-mêmes. Chaque jour, de nouvelles familles sont réunies grâce à notre histoire. Chaque jour, un peu plus de lumière perce l'obscurité de ce réseau cruel qui nous a séparés. Je ne récupérerai jamais ces 40 années perdues, mais je peux transformer notre douleur en espoir pour d'autres. Je peux utiliser notre histoire pour guérir non seulement notre famille, mais peut-être aussi un petit morceau du monde. Merci de ne jamais avoir abandonné. Merci d'avoir gardé cette chaise vide à table, cette chambre intacte, ce cœur ouvert. Je suis à la maison maintenant, et je ne partirai plus jamais. Ta fille pour toujours, Daniel, Diana. Elle ferma doucement le journal, essuya une larme et rejoignit sa mère dans le salon,
où le reste de la famille se préparait pour une soirée de jeux de société. La table du dîner avait été débarrassée, les assiettes nettoyées, y compris la petite assiette rose décolorée qui avait repris sa place dans le buffet. Non pas comme un mémorial, mais comme un trésor familial, un symbole d'espoir inébranlable et d'amour qui transcende le temps et la distance. En regardant sa famille réunie, sa mère, son mari, ses enfants, Diana sentit une paix profonde l'envahir. Leur histoire n'était pas terminée. En fait, d'une certaine façon, elle ne faisait que commencer. « À quoi penses-tu » demanda Dominique, notant l'expression pensive de sa fille. Diana sourit, un sourire qui atteignait enfin ses yeux. « Je pense que pour la première fois depuis que je suis petite, je me sens complètement à ma place dans le monde. » Dominique hocha la tête, comprenant parfaitement, car elle aussi, pour la première fois en 40 ans, se sentait enfin complète. Alors que l'été approchait, des décisions importantes se profilaient à l'horizon. La période de 2 semaines que James et Diana avaient prévue pour leur séjour touchait à sa fin, mais aucun d'eux n'était prêt à dire au revoir. Leur vie était aux États-Unis. Le travail de James dans l'édition, la maison qu'ils avaient construite ensemble, les amis et la communauté qu'ils s'étaient créée. Mais maintenant, une partie essentielle de leur famille était en France. Un soir, alors que le soleil se couchait sur Paris, baignant Montmartre dans une lumière dorée, la famille se réunit dans le petit jardin de Dominique. Emma avait préparé du vin chaud et des pâtisseries françaises, qu'elle apprenait à faire avec sa grand-mère. Thomas, rentré des États-Unis 2 jours plus tôt après ses examens, jouait une mélodie douce sur la guitare qu'il avait achetée dans une boutique du quartier. « J'ai une proposition à faire », dit soudainement James, posant son verre. Ces 2 dernières semaines ont été les plus extraordinaires de ma vie. Voir Diana retrouver sa mère, voir nos enfants découvrir leur héritage français. Il regarda sa femme avec tendresse. « Je ne veux pas que cela se termine. Que proposes-tu » demanda Diana, bien qu'elle semblât déjà connaître la réponse. « Je propose que nous divisions notre temps. 6 mois ici, 6 mois à San Francisco. Je peux travailler à distance. Mon éditeur est déjà d'accord. Emma a parlé de terminer ses études de droit en France. Et Thomas... » Il sourit à son fils. « Thomas semble avoir trouvé l'inspiration musicale dans ces rues. Et notre maison, nos amis, demanda Diana, non pas en opposition, mais pour clarifier. Nous garderons la maison, nous reviendrons. Mais ta mère a perdu 40 ans avec... Toi, avec nous. Je ne veux pas qu'elle en perde un de plus. » Les yeux de Dominique s'emplirent de larmes. « James, je ne peux pas vous demander de bouleverser votre vie pour moi. »« Vous ne demandez rien, Dominique, » répondit-il doucement. « C'est nous qui offrons. Notre famille a été séparée trop longtemps. Il est temps de guérir complètement. » Diana regarda autour d'elle. Sa mère, son mari, ses enfants, tous réunis dans ce jardin où, 40 ans plus tôt, sa vie avait pris un tournant tragique. Maintenant, ce même lieu marquait un nouveau départ. « Je pense que c'est une idée merveilleuse, » dit-elle finalement. « Un nouveau chapitre pour nous tous. » Emma leva son verre. « À notre famille française-américaine, désormais unie, peu importe l'océan qui nous sépare parfois. » Ils trinquèrent, leur verre capturant la dernière lumière du jour parisien. Thomas joua un accord joyeux sur sa guitare et Dominique commença à chanter doucement. Une vieille chanson française qu'elle chantait à Daniel enfant. Diana se joignit à elle, les paroles revenant de quelque part au fond de sa mémoire, comme si elle les avait toujours connues. Dans les semaines qui suivirent, les détails de cet arrangement furent finalisés. James et Diana rentreraient brièvement à San Francisco pour organiser leurs affaires, puis reviendraient à Paris pour l'automne et l'hiver. Emma s'inscrivit à un programme de droit international à la Sorbonne, décidant de rester en France avec sa grand-mère pendant que ses parents faisaient l'aller-retour. Thomas, inspiré par les musiciens de rue de Montmartre, choisit de prendre une année sabbatique avant l'université pour étudier la musique à Paris. Dominique, quant à elle, se mit à rénover sa maison pour accueillir sa famille élargie.
La chambre d'enfant de Daniel fut finalement transformée en véritable chambre d'adulte pour Diana et James. Une petite pièce de stockage devint une chambre confortable pour Thomas. Et le salon fut réorganisé pour inclure un petit espace d'étude pour Emma. Félicitations, tape 9 dans les commentaires pour me montrer que tu es resté jusqu'à la fin avec moi. Merci d'avoir regardé et à demain pour une nouvelle histoire. Sur cette même chaîne, la veille du départ de Diana et James pour leur bref retour aux États-Unis, Dominique prépara un festin. Tous les plats préférés de l'enfance de Daniel, ou du moins ceux dont elle se souvenait, furent servis. Le ratatouille, les crêpes au chocolat, les madeleines encore chaudes du four. Pendant le repas, Dominique disparut brièvement dans sa chambre et revint avec une petite boîte. « J'ai quelque chose pour toi », dit-elle à Diana. « Quelque chose que j'ai gardé toutes ces années. » Diana ouvrit la boîte avec précaution. À l'intérieur se trouvait un délicat collier en argent avec un pendentif en forme d'étoile. « C'était à toi », expliqua Dominique. « Tu le portais presque tous les jours. Tu disais que c'était ton étoile à souhait, que chaque fois que tu la touchais, tu pouvais faire un vœu. » Les mains de Diana tremblèrent en soulevant le collier. « Je me souviens, » murmura-t-elle. « Je me souviens de l'avoir perdu et d'avoir pleuré pendant des jours. »« Tu ne l'avais pas perdu, » sourit doucement Dominique. « Je l'avais rangé pour ton anniversaire. J'allais te l'offrir avec une nouvelle chaîne. » Et puis, Diana enfila le collier, le petit pendentif en étoile brillant contre sa peau. « Je n'ai plus besoin de souhait maintenant, » dit-elle, serrant la main de sa mère. « Tout ce que j'ai jamais souhaité s'est réalisé. » Le lendemain, à l'aéroport, les adieux furent émouvants mais pas désespérés. Il ne s'agissait pas d'une séparation mais d'un « à bientôt ». Dans quelques semaines, Diana et James reviendraient, prêts à commencer leur nouvelle vie partagée entre deux continents. « Promets-moi que tu prendras soin de toi jusqu'à notre retour, » dit Diana, serrant sa mère dans ses bras. « Ne t'inquiète pas pour moi, » répondit Dominique avec un sourire rassurant. « J'ai Emma et Thomas, et pour la première fois depuis très longtemps, j'ai aussi l'avenir. » Alors que Diana et James s'éloignaient vers la sécurité, Dominique resta debout, agitant la main jusqu'à ce qu'il soit hors de vue. Puis, elle se tourna vers ses petits-enfants, passant un bras autour des épaules de chacun. « Alors, » dit-elle avec une légèreté qu'elle n'avait pas ressentie depuis des décennies, « qu'allons-nous faire de notre journée ?» Emma sourit, serrant sa grand-mère. « Tout ce que tu veux, grand-mère. Nous avons tout le temps du monde maintenant. » Et c'était vrai. Pour Dominique Lefebvre, qui avait passé 40 ans à attendre le retour de sa fille, le temps n'était plus un ennemi à craindre, mais un ami à chérir. Chaque jour était désormais un cadeau, chaque moment une célébration de ce qui avait été perdu et miraculeusement retrouvé. La table dans sa cuisine ne serait plus jamais mise pour une personne solitaire. La petite assiette rose décolorée avait retrouvé sa place, non pas comme un symbole de perte, mais comme un témoignage de l'amour qui avait survécu à l'absence, à la distance et au temps lui-même. Car certains liens, comme celui entre une mère et son enfant, ne peuvent jamais être vraiment brisés. Ils peuvent s'étirer, s'émacier sous le poids des années et des séparations. Mais au plus profond d'eux, ils restent intacts, attendant patiemment d'être redécouverts et renouvelés. Et parfois, même après 40 ans d'obscurité, la lumière trouve son chemin.